Bonjour à tous, Nicolas Doménac, Éric Zemmour, sur quoi vont-ils se disputer cette semaine sur iTélé? Voici le sommaire. Retard à l'allumage, déclaration controversée entre un soulèvement sous-estimé et la solidité d'un régime surestimé. La France n'a rien vu venir de la révolution tunisienne. Pourquoi? Question dans un instant. À force de se cacher, il se fait oublier. Pour la première fois cette semaine, Dominique Strauss-Kahn baisse dans les sondages et les autres en profitent. La guerre des roses est ouverte, ou les guerres des roses. La course aux primaires est aussi une bataille des ex. Tous pourris ou tout pourri, le dessin de Plantu dans l'Express. Jean-Luc Mélenchon comparé à Marine Le Pen, le président du parti de gauche est outré. Celle du FN est plus nuancée. Nous verrons ce que vous en pensez. Et puis, est-ce la nouvelle querelle des anciens contre les modernes? Euthanasie, mariage gay, les deux débats reviennent et divisent, pas forcément sur un axe gauche-droite. Évolution des mœurs contre morale, c'est le match de la semaine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous connaissez bien sûr les singes de la sagesse. Je ne vois pas, je n'entends pas, je ne parle pas. Et quand je parle, apparemment, je ferais mieux de me taire, en l'occurrence, Michèle Alliot-Marie. Je suis, je le dis très clairement, scandalisée par le fait que certains aient voulu déformer mes propos pour vouloir leur faire dire, à des fins purement polémiques, le contraire de ce que je voulais dire, et notamment le contraire de ma sensibilité aux souffrances du peuple tunisien. Alors, la ministre des Affaires étrangères s'est défendue après sa proposition d'une coopération policière au régime de Ben Ali. Elle a concentré les critiques cette semaine sur cette déclaration, le temps de retard systématique du gouvernement, la gauche qui n'a pas fait beaucoup mieux. La vérité, c'est qu'apparemment, personne n'a rien vu venir. Pourquoi ? On peut d'abord se demander si, en France, les élites sont capables de voir venir quoi que ce soit venant de la part du peuple. Si on prend tous les référendums de ces dernières années, ils n'ont rien vu venir non plus. Donc là, de ce point de vue-là, c'est juste une constante, mais appliquée, c'est vrai, à la politique étrangère. Donc c'est beaucoup plus intéressant, parce que, enfin pas beaucoup plus intéressant, c'est aussi intéressant, et de voir les fautes, au-delà des fautes de goût, les fautes d'esprit commises par les ministres, parce que Michèle Alliot-Marie n'a été qu'une faute supplémentaire, une erreur grave, mais tous les autres ministres, que ce soit Frédéric Mitterrand, Bruno Le Maire, ont non seulement pas prononcé les mots que les Tunisiens, le peuple tunisien pouvait espérer de la France républicaine, et des liens qui sont les nôtres et aussi de notre tradition en théorie. Mais en plus, aucun autre pays n'avait autant d'informations que nous pour pressentir ce qui se passait. En théorie, c'est vrai, et cette proximité, le fait que, au fond, il y a beaucoup de gens, notamment à droite et à gauche, qui vont en vacances là-bas, qui auraient dû savoir. Mais justement, peut-être ne voyait-il rien pour ça. Mais alors, pour aller au fond et à la dispute sur cette question avec Éric Zemmour, au fond, on a basculé d'un droit de l'hommisme qui avait eu des excès phénoménaux, j'en conviens, à un cynisme zemmourien védrine. C'est-à-dire, au fond, il faut surtout toucher à rien, parce que l'histoire ne touche à rien sauf à basculer dans la barbarie, et en l'occurrence la barbarie étant l'islamisme. Donc toute aide apportée au peuple tunisien qui en réclamait, pourtant ne serait-ce qu'une aide symbolique, eh bien au fond c'est les Zemmour Védrine qui disent surtout, mais il faut rien dire parce que voilà, nous allons précipiter les barbares jusque dans nos portes. C'est un peu ça. C'est un peu ça, mais j'assume très bien. Première chose qui m'amuse beaucoup, c'est Michèle Alliot-Marie, qu'on connaît depuis 20 ans ou 30 ans. Elle est l'incarnation de la prudence en politique jusqu'à la pusillanimité. Et pour une fois, en 30 ans de carrière, elle dit une chose et tout le monde lui tombe dessus. Je trouve ça extraordinaire. Et elle dit une bêtise. C'est amusant. Bon, on passera là-dessus. Deuxièmement, pour la critique de fond. L'histoire n'est pas... Il y a deux choses. D'abord... Le même Doménac, si on avait fait plus, aurait dit « Ah, mais c'est scandaleux, c'est le néocolonialisme français, c'est l'ingérence dans les affaires intérieures, quelle honte, on est vraiment des colonisateurs impénitents et on veut donner des leçons de morale à la terre entière, etc. » Donc moi, je pense que... Ça veut dire quoi, que la France est condamnée à l'aveuglement? Non, c'est pas l'aveuglement. C'est pas l'aveuglement. Les Tunisiens sont un peuple souverain. Ils ont eu leur indépendance il y a maintenant 50 ans. Ils avaient un régime autoritaire. Ils le font tomber. Ils ont le droit.
il n'y a aucune raison que la France aide, comme le dit avec emphase Nicolas, le peuple tunisien à se libérer. C'est leur problème, c'est leur révolution. Et je dirais, l'histoire n'a pas été finie. On peut avoir demain, on va voir, ça va être intéressant. Est-ce que si on a une démocratie, des règles démocratiques, est-ce que, comme moi je le pense, les islamistes l'emportent ? En tout cas, dans tous les pays arabes, je pense que ça se passerait comme ça aujourd'hui. Donc ça va être intéressant. Ne triomphe pas trop vite. Je reconnaîtrais volontiers, si ça n'est pas le cas, que pour la Tunisie, du fait sans doute de son niveau d'éducation très supérieur, d'une bourgeoisie très éclairée, des femmes très 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 dynamiques, très 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 impérieuses même parfois, et c'est ce qui fait le charme de ce pays. Ils échappent à cette malédiction, mais ce n'est pas sûr du tout. Et on voit les islamistes arriver, s'organiser, et évidemment, ils vont essayer d'en profiter. Alors, deux choses. D'abord, Éric, il y a quand même quelque abus, sinon de penser au minimum de langage que de dire que la France soit porteuse de son message de liberté, d'égalité et fraternité, soit assimilée à du colonialisme, à du néocolonialisme. Là, je te signale que Jules Ferry a colonisé au nom de la liberté et de la République. Non, mais c'était pas du tout les mêmes conditions historiques. En l'occurrence, c'est porter un message républicain à vous de vous libérer. C'est exactement ce qu'on a fait il y a 100 ans. Et si vous vous libérez, nous vous aiderons et l'Europe vous aidera à, au fond, trouver les voies, le chemin, les assises économiques qui permettraient justement que cette libération n'ouvre pas la porte aux islamistes. Et alors ça, c'est le second point qui nous oppose forcément. Tu n'y pourras rien, Nicolas. C'est le peuple tunisien votera. Non, mais qu'est-ce qui provoque l'islamisme ? Est-ce que c'est la démocratie ou sa négation et l'exploitation d'une population par une mafia et par des clans qui sous la protection. Je termine, qui sous la protection des grandes puissances et de vos discours non interventionnistes, au fond prospèrent. C'est ça. Non, Nicolas, tu es avec ce raisonnement, mais c'est pareil, c'est la logique diplomatique. Un mouvement identitaire qui est un mouvement de fond depuis la révolution iranienne de 79, je l'ignore pas du tout. Qui fait chavirer toutes les sociétés arabo-musulmanes, et c'est comme ça. Et maintenant, dernier point, je voudrais quand même entraîner ton esprit au-delà de ces positions idéologiques et d'observer un point quand même qui m'a semblé très intéressant dans la Tunisie, c'est que ce qui permet, semble-t-il, une évolution favorable en Tunisie, c'est à la fois sa laïcité et sa féminité. J'ai été très frappé qu'il y a c'est le fait qu'il y ait une partie d'État laïque, que l'État est en partie laïque, et que les femmes dans ce mouvement ont joué un rôle fondamental, et que ça, c'est un signe d'espoir, que je considère comme tel. Allez, sortez les fourchettes et surtout les couteaux. Le sondage de la semaine devrait aiguiser les appétits. Selon l'Institut CSA, Martine Aubry battrait Dominique Strauss-Kahn au second tour des primaires. DSK en baisse aussi chez les sympathisants PS dans d'autres sondages cette semaine. L'imam caché est-il un peu trop caché ? Non, mais moi, excusez-moi, mais d'abord, je ne prends pas ces sondages très au sérieux parce que il était à des niveaux de popularité totalement irréalistes. D'abord, c'est-à-dire quand je vois dans le sondage de Match qui passe de 76, je sais plus, à 75 d'opinion favorable, je me dis revenons sur terre et soyons sérieux. En revanche, je regarde de près une série d'indicateurs qui montrent quand même que depuis plusieurs mois, il y a un trou conséquent qui a été fait entre Strauss-Kahn au premier tour et Martine Aubry, laquelle est talonnée par Marine Le Pen. Ce qui modifie de manière très conséquente la donne pour les mois à venir si ça se confirme. Parce que dans ces conditions-là, Martine Aubry, tous les autres ne pourront pas se présenter parce qu'ils ne pourront pas prendre le risque, au fond, d'être balayés du premier tour pour avoir un second tour, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy. Donc ça pousse beaucoup plus que ce que j'imaginais encore il y a quelques mois Strauss-Kahn à rentrer dans l'arène, à rentrer dans la stratosphère française, au risque de perdre vraiment des points. Me semble-t-il, parce que là, on marche sur des enquêtes d'opinion. Et ensuite, même au second tour, il n'y a pas photo. Je veux dire, entre les 64, 63 qui fait contre Nicolas Sarkozy et ce que fait Martine Aubry, tout ça, on n'est pas dans les mêmes étiages, quoi.
Je suis d'accord avec le début de l'intervention de Nicolas, c'est-à-dire moi non plus, ces sondages ne me disent rien qui vaille. Et puis, je dis toujours la même chose. Hein, moi, je suis un polytraumatisé de baladure, donc je sais ce que valent les sondages. Il était élu au premier tour 6 mois avant la présidentielle, donc je ne regarde plus ces sondages de la même façon. Voilà. Deuxièmement, je continue à penser que le problème est de fond. Il n'est pas sondagier. Il est que le PS, depuis longtemps, a perdu l'électorat populaire et qu'il ne le retrouvera pas, sauf révolution, mais que je ne vois pas venir. Et je ne vois pas en quoi Dominique Strauss-Kahn serait le candidat idéal pour récupérer cet électorat populaire, alors qu'il est le président du FMI, qu'il incarne les élites mondialisées, comme disait Chevènement, et qu'il a un programme libéral social très classique, à peu près le même que celui de Nicolas Sarkozy. Franchement, je ne vois pas pourquoi, malgré toutes ses qualités, c'est évident qu'il pourrait être un homme d'État, c'est évident qu'il a le niveau intellectuel, on n'est plus du tout dans la configuration de 2007, c'est évident. Mais je pense que là, il y a un problème sociologique et de conformité avec un électorat populaire qui ne votera pas pour lui, me semble-t-il. Ça m'amuse parce que c'est exactement ce que dit Nicolas Sarkozy. Et les Sarkozy, ça délégitime pas le propos pour non, autant. Absolument. Mais je pense qu'il a raison. C'est une information. Mais je pense que Sarkozy fait, je pense qu'il fait la même raison. Il fait la même analyse. Et je pense Strauss-Kahn arrive parce que le candidat des riches, ça sera lui. Oui, absolument. Mais simplement, c'est sous-estimé quand même. D'abord, le passé, malgré tout, de Dominique Strauss-Kahn, qui est quand même un passé de parti socialiste, ce qui ne veut pas dire populaire. C'est tout le parti socialiste que j'ai dit. Voilà. Il n'est que la pointe avancée d'un embourgeoisement socialiste. Voilà. Mais ensuite, la capacité de Strauss-Kahn, parce qu'il y réfléchit dès maintenant, à atterrir à gauche, alors qu'il part d'ailleurs, et du FMI en particulier. Donc il y a des retournements comme ça, des doubles loopings, doubles saltos arrière, dont Nicolas Sarkozy nous a donné quelques exemples, et qui peuvent penser que Strauss-Kahn pourrait aussi. En tout cas, les stratégies des autres candidats aux primaires, aux candidats potentiels se dessinent. Martine Aubry, l'arbitre, Ségolène Royal, qui bat la campagne, elle pour le coup, 4 cérémonies de vœux, encore sur le terrain cette semaine. François Hollande, lui, c'est monsieur propre, loin des arrangements et près des plateaux télé, chacun évitant de croiser l'autre. A priori, la guerre des roses, c'est aussi leur guerre des roses. Écoutez. Je suis séparé de Ségolène Royal depuis maintenant 4 ans. Nos vies personnelles donc sont distinctes. Nous sommes dans la vie politique l'un et l'autre. Elle a annoncé qu'elle serait candidate. Il se peut, à certaines conditions, que je le sois. Eh bien, nous serons dans la vie politique et dans un parti qui nous est commun et avec le respect des personnes. Et ce qui vaut d'ailleurs pour Ségolène Royal vaut pour tout autre candidat. Sans vouloir être trop indiscrète, c'est compliqué? Non, la preuve, c'est très simple. C'est très simple à expliquer, c'est très simple à vivre. Très rapidement. C'est pas si simple que ça, sinon il n'aurait pas éprouvé le besoin de le dire sur les plateaux de télévision, de l'afficher un peu partout, dans les journaux People aussi. Il fallait qu'il montre, parce que malgré tout, c'est une histoire qui fait vibrer les têtes et les médias aussi. On poursuit l'histoire d'un couple qu'on avait amorcé avec Ségolène Royal, fut-il séparé. Eric ? Rien à dire de plus ? Non, ça m'amuse. J'ai le droit de regarder avec amusement toute cette histoire. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, même combat. C'est le sentiment de Plantu qui les dessine côte à côte dans l'Express, partageant un discours tous pourris. Titre de l'illustration, l'ascension des néo-populismes. Amalgame odieux pour le coprésident de parti de gauche qui est candidat à la présidentielle. La présidente du FN, elle se trouve des constats communs avec lui. Que pensez-vous tous les deux de ce dessin ? Moi, ça m'a beaucoup énervé, ça va peut-être vous surprendre, mais d'abord, j'aime beaucoup Plantu. Je lis très souvent ses dessins avec ravissement, parce que je trouve que c'est un éditorialiste qui carambole souvent les concepts et qui est aigu, enfin, qui a une pointe aiguë. Mais là, je veux dire, c'est tellement... au fond, il s'est planté, Plantu, là, totalement. C'est-à-dire que c'est un tel confusionnisme d'amalgamer deux traditions politiques très différentes, deux origines politiques. Je veux dire, Marine Le Pen vient d'un courant, on va dire, d'extrême droite, xénophobe, alors qui a évolué, qui évolue. Il faut regarder comment, parfois antisémite. Mélenchon, il vient d'un courant républicain, laïque, ouvrieriste. C'est pas du tout la même chose. Son populisme, oui, mais alors ça, c'est le dernier point qui m'exaspère, c'est de tout mettre sous le dos du populisme, ce qui fait le jeu de Marine Le Pen. C'est-à-dire, dès qu'on dit quelque chose, c'est populiste. Même quand Éric Zemmour dit qu'il fait beau, il dit qu'il est populiste. Parfois, il dit des sottises, mais des graves sottises. Mais c'est pas populiste pour autant, non plus inversement. Donc, faut arrêter ce confusionnisme et on va pas, si j'ose dire, mélanchonner les torchons et les serviettes, quoi. Éric.
c'est marrant ce que dit Nicolas, parce que moi je trouve que c'est infamant et pour Mélenchon et pour Marine Le Pen. Le nazisme, c'est pas ça. C'est plus que du confucianisme. C'est n'importe quoi. Ces gens-là, comme Plantu, ne savent pas ce qu'est le nazisme. Mais ça fait 30 ans que ça dure. C'est première chose. Deuxième chose, ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen a troublé le jeu, mais on en a déjà parlé, parce qu'elle vient sur un terrain laïcard, républicain. En fait, elle dit exactement la même chose que Mélenchon sur tous les problèmes économiques et sociaux. En gros, c'est ce que j'ai déjà dit 600 fois. Le vrai débat aujourd'hui, ce n'est plus pour ou contre Hitler, c'est pour ou contre la mondialisation. C'est ça le vrai sujet. Je ne fais pas d'équivalence entre Hitler et la mondialisation, évidemment. Mais c'est ça le vrai débat d'aujourd'hui. Et dans ce débat-là, Mélenchon et Marine Le Pen sont en vérité dans le même camp. Ils ne le savent pas, ils ne veulent pas le savoir, surtout Mélenchon, parce que il prend ça comme une insulte. Et je dirais, la dernière chose, c'est que la faiblesse de Mélenchon, et c'est pour ça qu'il fera un moins bon score que Chevènement, c'était la même faiblesse que celle de Chevènement, c'est que à gauche, même quand on fait une critique acérée et intelligente de la mondialisation comme le fait Mélenchon, on ne veut pas voir qu'il y a un pendant de cette mondialisation qui s'appelle immigration et qui pose des questions autour de l'islam, de la laïcité, etc. Cette cécité, cet aveuglement volontaire, c'est votre singe, là c'est ça, les prive, les coupe de l'électorat populaire qui, lui, veut qu'on parle de ça. Non, mais Eric, c'est pas parce que Marine Le Pen fait un discours sur la République et la laïcité qu'elle est devenue républicaine et laïque. J'attends de voir, c'est comme l'amour, il faut des preuves d'amour. Ça fait des mois qu'elle parle de ça. Dernier thème, pardon, on est en retard. 2 débats qui sont revenus au premier plan cette semaine, mariage homo et euthanasie. La France a-t-elle changé à ce point pour que justement on puisse parler et mettre ces débats sur la table aujourd'hui ? Non, mais d'abord, moi, j'ai juste préféré, comme dirait l'autre, qu'on commence à mettre des vrais débats sociaux sur la table plutôt que sociétaux. C'est toujours un échappatoire. Là, on est d'accord. Alors ça, on est d'accord, je crois, sur ce point-là. Oui, là, parce que ça, c'est les vrais débats. Maintenant, qu'il y ait aussi des vraies questions sur l'euthanasie, qu'il y ait des vraies questions sur le mariage gay et donc sur l'adoption, parce que c'est ça, moi, je les vis comme telles aussi, et je veux bien les affronter, les confronter, sachant que pour l'euthanasie, d'ailleurs, il y a une loi qui existe pour de l'accompagnement qui prévoit des avancées considérables et qui n'est pas appliquée. Je veux dire, commençons déjà par appliquer cette loi, mais moi, c'est une question qui me bouleverse personnellement, parce qu'on y est confrontés tous, peu ou prou, et qu'on n'y répond pas facilement. Je dirais qu'il faut faire très très gaffe. Mais c'est vrai que les esprits bougent là-dessus. Ça va être un thème de campagne pour 2012 ? Je sais pas. Je pense comme Nicolas pour sociétal et social. Et j'irai plus loin, je pense qu'on nous bassine en permanence depuis des années en nous disant que la France est en retard et on nous demande d'imiter les Espagnols, les je ne sais qui, etc. Moi, je pense que la France n'est pas en retard, je pense que la France est le dernier bastion de résistance de la civilisation. Oui, je suis très sérieux. Parce qu'elle s'oppose au mariage gay et à l'adoption. Absolument. Non, là, Eric, on n'est pas sérieux, là. Mais je suis très sérieux. On est dans le summum de l'hypocrisie. Mais pas du tout. Si c'est ça, la civilisation. Je suis pour une certaine dose d'hypocrisie. Mais pas du tout. Mais que l'hypocrisie soit le modèle de la civilisation, c'est pas la même chose. Mais si, absolument. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. L'info revient dans un instant sur iTélé. T'exagères, pas du tout.